Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du droit français, le contrat. Ça peut sembler un peu impressionnant comme ça, mais on va voir qu'en réalité, ce concept est absolument partout dans notre quotidien, bien plus qu'on ne l'imagine. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce qui le rend si essentiel. Alors, pour qu'on s'y retrouve, voilà le plan de vol. D'abord, on va définir simplement ce qu'est un contrat. Ensuite, on plongera dans la grande réforme de 2016 qui a vraiment tout modernisé. Après ça, on verra les trois principes qui sont un peu l'ADN de tout contrat et on finira en explorant les grandes familles de contrats pour comprendre leur utilité pratique. Allez, on se lance. Bon, commençons par le début, par la base de la base. Qu'est-ce qu'un contrat exactement? Pour bien piger le truc, il ne suffit pas d'avoir une définition. Il faut aussi comprendre ce qui le différencie d'autres notions juridiques qui peuvent lui ressembler. C'est en distinguant qu'on y voit plus clair. Avant même d'ouvrir un code civil, il suffit de regarder autour de soi. Vraiment, les contrats sont partout. Quand on achète un café le matin, qu'on valide un ticket de métro ou qu'on signe pour un nouvel emploi, chacun de ces gestes, du plus anodin au plus engageant, eh bien, il repose sur un contrat. Alors, qu'est-ce que la loi nous dit? L'article 1101 du Code civil nous donne la définition officielle. Et le cœur du réacteur, le mot le plus important, c'est accord de volonté. Il faut au moins deux personnes qui se mettent d'accord. Mais attention, cet accord, ce n'est pas juste une conversation, il a un vrai pouvoir juridique, celui de créer, de modifier ou même de supprimer des obligations légales. Et c'est souvent en comparant qu'on comprend le mieux. Prenez l'acte juridique unilatéral. La différence est toute simple, mais elle est fondamentale. Le contrat, c'est une rencontre. Il faut être deux pour danser, comme dans une vente. L'acte unilatéral, au contraire, c'est un solo. Une seule volonté suffit pour créer des effets de droit. L'exemple typique, c'est le testament, bien sûr. On avance et on arrive à un moment clé, la grande réforme de 2016. Il faut voir ça comme un véritable Big Bang qui a dépoussiéré un droit des contrats qui, pour l'essentiel, n'avait quasiment pas bougé depuis Napoléon en 1804. C'était plus que nécessaire. Cette réforme, en fait, elle avait trois grands buts. D'abord, rendre les choses plus claires et plus prévisibles. Améliorer la sécurité juridique pour tout le monde. Ensuite, moderniser, c'est-à-dire enfin mettre dans la loi des solutions que les juges avaient créées au fil des décennies. Et puis enfin, il y avait un objectif d'attractivité, rendre notre droit des contrats plus compétitif à l'échelle internationale. Alors attention, petit point pratique qui peut vite devenir un casse-tête. Pour savoir quelle loi on applique à un contrat, il n'y a qu'une seule question à se poser: quand est-ce qu'il a été conclu? Si c'est avant le 1er octobre 2016, on applique le droit ancien. Entre 2016 et 2018, c'est le texte de l'ordonnance. Et pour tout ce qui est signé après le 1er octobre 2018, on applique la version finale, celle de la loi de ratification. On entre maintenant dans le dur, dans ce qui est vraiment l'ADN de n'importe quel contrat. Ce sont les principes fondamentaux qui guident tout, qui sont en quelque sorte le système d'exploitation sur lequel tournent tous les contrats en France. Et cet ADN, ce système d'exploitation si puissant, il tient en seulement trois grands principes, trois piliers sur lesquels tout le reste est construit. C'est parti pour le premier. Le premier pilier, le plus évident peut-être, c'est la liberté contractuelle. C'est le principe de base, on est libre de signer un contrat ou pas, de choisir avec qui on le signe et de décider ce qu'on met dedans. C'est l'autonomie de la volonté. Mais, comme souvent en droit, cette liberté n'est pas totale. Et la limite principale, c'est ce qu'on appelle l'ordre public. Pour faire simple, il y a des règles tellement fondamentales pour la société qu'on n'a pas le droit d'y toucher, même si tout le monde est d'accord. La liberté s'arrête là où les intérêts essentiels de la société commencent. Deuxième pilier, la force obligatoire. L'idée est d'une puissance incroyable. Les Romains avaient déjà une formule pour ça, pacta sunt servanda. Les conventions doivent être respectées. En clair, une fois qu'un contrat est valablement signé, il devient la loi privée entre les signataires. On ne peut pas s'en défaire comme ça sur un coup de tête. Et enfin, le troisième pilier, qui a pris une importance énorme avec la réforme, la bonne foi. Ce n'est pas juste une vague intention. C'est une véritable obligation d'être loyal, honnête et de coopérer avec son partenaire. Et le point absolument crucial, c'est que cette règle est d'ordre public. On ne peut pas rédiger une clause qui dirait « dans ce contrat, on a le droit d'être de mauvaise foi ». C'est impossible. Et cette bonne foi, ce n'est pas juste un concept en l'air, elle est partout, vraiment à toutes les étapes. Déjà pendant les négociations, on n'a pas le droit de les rompre brutalement sans raison. Au moment de la formation du contrat, on a l'obligation de donner les informations importantes. Et bien sûr, pendant toute l'exécution, on doit accomplir ses obligations de manière loyale. Allez, dernière ligne droite, les grandes familles de contrats.
Alors ça peut paraître un peu scolaire de vouloir tout classer, mais ce n'est pas juste pour le plaisir de ranger les choses dans des boîtes. On va voir que le fait de savoir dans quelle catégorie un contrat se trouve, ça a des conséquences juridiques très très concrètes. Première grande distinction, d'un côté le contrat synalagmatique, de l'autre le contrat unilatéral. Dans un contrat synalagmatique, les obligations sont réciproques, elles se croisent. Je m'engage à payer un prix et en face, on s'engage à me livrer un bien. C'est l'exemple de la vente. Dans un contrat unilatéral, une seule personne s'engage envers une autre sans attendre de contrepartie. L'exemple parfait, c'est la donation. Et pourquoi c'est si important de faire la différence? Parce que ça débloque un outil juridique super puissant, l'exception d'inexécution. Ça ne marche que dans les contrats synalagmatiques. Si l'un des deux ne remplit pas sa part du marché, l'autre a le droit de dire « Stop, je suspends ma propre obligation en attendant que tu t'exécutes ». C'est un moyen de pression immédiat et très efficace. Maintenant, une autre distinction essentielle, celle entre le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Le contrat de gré à gré, c'est celui où, idéalement, on négocie tout, chaque clause, chaque virgule. Le contrat d'adhésion, c'est le fameux contrat à prendre ou à laisser. Pensez à votre contrat de téléphonie mobile ou d'assurance. Les conditions sont rédigées à l'avance et elles ne sont pas négociables. Et là, l'enjeu est énorme, c'est la protection de la partie faible. Pour lutter contre les clauses abusives qui créent un vrai déséquilibre, la loi a mis en place un bouclier, l'article 1171 du Code civil. Mais attention, ce bouclier ne s'applique qu'au contrat d'adhésion. La différence de protection est donc considérable. Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une grande question. Le contrat aujourd'hui, est-ce un équilibre parfait ou plutôt un combat permanent? Un combat entre, d'un côté, la liberté de chacun de créer sa propre loi et de l'autre, le besoin de protéger les plus faibles contre les abus. Il n'y a pas de réponse simple, mais c'est cette tension qui rend le droit des contrats si vivant et si fascinant.